Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à la conférence de presse organisée par Jamila Benhabib. Nous allons avoir la possibilité de poser des questions à madame Zineb El Razoui et à monsieur Patrick Kessel du comité Laïcité République. Madame Zineb El Razoui est une journaliste au journal Charlie Hebdo, et c'est bien évidemment à ce titre qu'elle est présente aujourd'hui. Je passe la parole à Jamila. Merci Michel, merci à vous d'être présent aujourd'hui en grand nombre. Merci à mes amis du Centre humaniste de nous accueillir ici. Vous avez été pour moi d'un très grand soutien tout au long de ces dernières années, et je pense que ce n'est pas anodin que nous nous retrouvions ici aujourd'hui pour cette conférence de presse à côté de mes deux amis, Zineb El Razoui et Patrick Kessel, pour parler d'autres amis. Zineb est journaliste à Charlie Hebdo, mais pas seulement. Elle est aussi une militante des droits humains, une militante pour la démocratie. Et c'est à ce titre qu'elle s'est retrouvée en fait dans cette grande famille de Charlie Hebdo. Patrick Kessel est journaliste de profession. Il a bourlingué de médias en médias. Il a été journaliste pour l'AFP. Il a été rédacteur en chef de Matin Paris. Mais il est ici surtout en qualité de président du comité Laïcité République. C'était ce comité-là qui m'avait décerné il y a 2 ans et demi, en 2012, en octobre 2012, le prix international de la laïcité. Et il se trouve que cette année-là, c'était Charb, le rédacteur de Charlie Hebdo, qui était lui président du jury. Et le fait que Charb se soit retrouvé donc à présider ce jury était un signal extrêmement important de la part du comité Laïcité République, parce que c'était un moment où Charlie Hebdo était extrêmement isolé en France, isolé de la part des autres médias, mais aussi d'un certain nombre d'intellectuels qui avaient décidé donc de dire que Charlie Hebdo était allé trop loin avec donc la une qu'il avait publiée concernant Sharia Hebdo. Et donc c'est dans ces circonstances que j'ai rencontré donc pour la première fois Charb, et que je l'ai rencontré par la suite également, et que nous nous sommes impliqués l'un et l'autre pour ce combat pour la laïcité. Donc, nous sommes ici, certes, pour défendre la liberté d'expression, pour défendre la liberté de la presse. Nous sommes ici aussi pour défendre le droit à la vie, tout simplement, pour des gens qui ont décidé de dessiner des bonhommes et des bonnes femmes pour rire des religions. Je pense que ça, il est essentiel de le dire et de le répéter. Nous sommes aussi ici pour défendre la liberté d'expression et bien entendu la liberté de la presse, mais aussi la laïcité. Je pense que c'est un triptyque qui est inséparable. Cette initiative que j'ai prise donc d'inviter Zineb, d'inviter Patrick, elle n'aurait jamais vu le jour sans l'aide de mon amie Marianne Alpin, qui est la cheville ouvrière de tout ceci. Sans toi, Marianne, ceci n'aurait pas été possible. Je t'en remercie. Et bien entendu, une troisième amie s'est jointe à nous, c'est Xavi, qui a aussi beaucoup donné pour la réalisation de cet événement de ce soir, donc une soirée de solidarité avec Charlie Hebdo, à laquelle participera M. Bernard Landry, et auquel se joindront donc d'autres participants, des artistes. C'est une soirée que nous avons souhaitée festive, c'est une soirée que nous avons voulu
il y a du rire, où il y a de la joie, où il y a de la musique, où il y a aussi des prises de position, parce que nous vivons à une époque où il y a beaucoup trop de lâcheté et si peu de courage. Donc nous avons invité des gens courageux à nous dire aussi ce qu'ils pensaient de la situation. Et là, donc maintenant, sans plus tarder, je vais céder la parole à Zineb pour dire quelques mots. Ensuite, je céderai la parole à Patrick. Et vous pourriez donc poser vos questions. J'agirai aussi en tant que modératrice pour cette période de questions. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Je souhaiterais d'abord remercier Jamila pour cette initiative, Marianne aussi, et tous ceux qui ici, à Montréal et à Québec, ont permis l'organisation de cette initiative de soutien à Charlie Hebdo et qui m'ont invité avec Patrick. Jamila et Patrick, pour nous, à Charlie Hebdo, sont des amis du journal. Ils étaient amis avec, ils sont amis avec beaucoup de membres de notre rédaction et ce n'est pas le premier combat sur lequel on les retrouve. Je souhaite avant tout rendre hommage à mes collègues qui sont morts et à ceux d'entre eux qui sont blessés et qui n'ont toujours pas quitté l'hôpital. Aux autres aussi qui ont survécu, qui étaient sur place et qui ont échappé aux balles ou qui, comme moi, ce jour-là, étaient absents ou étaient en retard à la réunion. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, c'est quelque chose que... Alors, je ne pense pas que je pourrais dire on n'a pas vu venir. Non, on savait. On savait à Charlie Hebdo que nous étions menacés. Les menaces étaient quotidiennes. C'était d'ailleurs mon collègue Simon, le webmaster de Charlie Hebdo, qui chaque jour gérait ces shitstorms, entre guillemets, que nous essuyions sur le net. Notre bureau a été brûlé lorsque nous avons sorti le numéro de Charlie Hebdo. Notre directeur Charb était menacé et sous protection policière parce qu'il était menacé. Sa tête était mise à prix par Al-Qaïda. Et malgré ça, nous avons été pendant longtemps abandonnés par ceux-mêmes qui sont censés être nos partenaires de lutte pour la liberté d'expression, pour le droit à l'irrévérence, le droit au blasphème, qu'aujourd'hui on nous dénie et pour lequel sont morts mes collègues. Nous avons été conspués, haïs pendant des années, incompris. Souvent, ceux qui ne lisent pas Charlie ont voulu réduire Charlie Hebdo à un journal qui attaque l'islam. Mais il suffit de faire un calcul très simple, un calcul des unes de Charlie Hebdo, pour voir que la majorité des unes, des couvertures de Charlie Hebdo étaient d'abord consacrées à la politique intérieure française et qu'il suffisait de faire une sur l'islam pour que nous nous retrouvions avec une avalanche internationale, avec des morts jusqu'à Islamabad, jusqu'à des pays où Charlie n'est pas commercialisé, où personne ne l'a lu et où personne ne sait ce que c'est. Ce journal est simplement un journal qui s'inscrit dans une vieille tradition française de la presse satirique. La presse satirique, c'est une presse qui s'attaque au dogme, qui traite des choses très sérieuses avec humour. C'est une presse qui critique le pouvoir dans toutes ses expressions. Et aujourd'hui, il est évident que les religions sont un pouvoir aussi. D'abord, dans de nombreux pays, elles ont force de loi. Il y a des théocraties dans le monde, notamment dans les pays musulmans. Il existe encore beaucoup de théocraties. Les religions sont aussi une entreprise qui brasse beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, beaucoup de pouvoir. Elles sont au cœur de beaucoup de guerres. À quel titre alors nous demande-t-on de ne pas en parler? À quel titre demande-t-on à un journal français
de se soumettre à un précepte d'une religion quelle qu'elle soit? Va-t-on bientôt commettre des crimes, y compris dans le monde libre, entre guillemets, hein, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, parce que nous ne respectons pas ce qui est sacré pour certains? Avons-nous pour rôle, nous, en tant que journalistes, de nous soucier, de nous plier à ce qui est sacré pour les uns et pour les autres? Ces gens-là comprendront-ils que ce qui est sacré pour eux n'est pas forcément sacré pour les autres, et que nous sommes un journal qui travaille dans le cadre de l'éthique journalistique, de la déontologie de ce métier, dans le cadre aussi de la loi française. Nous avons eu des ennuis avec les islamistes radicaux, et aussi des différends avec leurs alliés beaucoup plus nombreux, ce que j'appelle les idiots utiles de l'intégrisme religieux. Ceux qui disent oui, mais ils l'ont bien cherché. C'était la une de trop. Ça, d'ailleurs, c'était une phrase de Ramayad, ministre en exercice, au moment où on a brûlé notre journal. Tous ces gens-là, pour moi, ont contribué à cette cabale qui s'est soldée par ce crime atroce qui a coûté la vie à mes collègues. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire simplement que pour nous, il est hors de question que nos collègues soient morts pour rien, qu'on les censure après leur mort, et que nous ne percevons pas d'autre façon de faire de la presse satirique que celle que nous avons toujours eue, c'est-à-dire celle de ne pas se soumettre à ceux qui pactisent avec le crime et avec le terrorisme pour nous faire taire. Voilà, donc je reviendrai sur beaucoup de points lorsque vous poserez vos questions, et là je cède la parole à Patrick. Mesdames, Messieurs, chers confrères, si vous me permettez, d'abord un mot pour remercier les organisateurs, parce que je crois très, très important, et le rôle de la presse est essentiel, que nous contribuions à l'occasion de cet attentat barbare, que nous contribuions collectivement à lever la confusion qui s'est imposée ces dernières années dans un certain nombre de têtes, où les mots sont parfois retournés contre eux-mêmes, et on a parfois l'impression, au lendemain de ces attentats, que la responsabilité est renvoyée à Charlie et non pas aux meurtriers qui ont assassiné des femmes et des hommes qui exerçaient leur liberté. Je le dis tout de suite, on peut ne pas apprécier le style de Charlie Hebdo, on peut ne pas être dans cette tradition d'une certaine culture française, de l'impertinence et de la critique systématique forte des faits religieux. Vous sentez bien qu'au-delà, il ne s'agit pas seulement de liberté de conscience, il ne s'agit pas seulement de liberté de presse, il s'agit de liberté de conscience, parce que dans cet acte, ce que les terroristes ont voulu punir, c'est Voltaire, c'est Diderot, c'est Rousseau, c'est-à-dire ce sont ces lumières qui sont apparues au XVIIIe siècle en Europe avec les philosophes anglais, avec les philosophes des Lumières français, qui ont donné les deux grands courants. Sur le continent américain, avec des gens comme George Washington, Jefferson, qui ont donné en France la République, et dans d'autres pays, qui ont nourri des mouvements d'indépendance aussi, en Belgique, en Italie. Ce qui est en jeu, même si dans nos pays ça prend des formes constitutionnelles et juridiques différentes, mais ce qui est en jeu, c'est une idée fondamentale qui est née avec la Révolution française. C'est-à-dire qu'à l'ordre ancien, l'ordre de la monarchie et l'ordre de l'Église qui régnait en maître, à cette époque-là, les individus étaient des sujets. Toute leur vie, ils étaient condamnés à être et à n'être que ce que leur naissance leur avait dessiné comme destinée. Les aristocrates étaient aristocrates, les bourgeois étaient bourgeois, les fils de prêtres étaient prêtres, les femmes étaient brûlées sur les bûchers si elles contestaient cet ordre divin. Avec la Révolution française, qui est une révolution universaliste, c'est l'idée que la raison et la croyance ne sont pas du même ordre, et c'est l'idée que désormais, il n'y a plus de sujets, il n'y a plus que des femmes et des hommes libres et égaux en droit, quelle que soit leur couleur, le fait qu'ils aient une religion, qu'ils n'en aient pas, leur pratique sexuelle. Et cette idée, l'Occident, depuis 2 siècles, avance petit à petit. Ça aboutit à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui est loin d'avoir abouti, vous le savez.
Mais aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est ça. Ils n'ont pas tiré sur des journalistes sportifs. Ils n'ont pas tué des journalistes de cinéma. Ils n'ont pas tué des journalistes de théâtre. Et ils ont tué des femmes et des hommes qui étaient des symboles de ce combat. Et quand on prend prétexte, comme certains, de leur style pour ménager son soutien, c'est passé à côté. Et le rôle de la presse est fondamental. Nous avons, je crois, l'obligation de montrer aujourd'hui qu'en s'en prenant aux journalistes de Charlie, les assassins s'en sont pris à la liberté de conscience, à la laïcité, parce que la laïcité est un des fondements de la démocratie. La laïcité, je le rappelle, on fait dire aujourd'hui que ce serait un combat entre laïcité et islam. L'immense majorité des musulmans sont les premières victimes de l'intégrisme islamique. C'est un faux débat. La laïcité, elle permet la libre expression des religions. Voltaire disait « Je ne crois pas comme vous, je n'ai pas votre foi, mais je me battrai pour que vous puissiez la pratiquer. » Et la laïcité, c'est Victor Hugo qui la porte en disant « Oui, mais tout va mieux quand l'État est chez lui et la religion est chez elle. » C'est séparer, c'est renvoyer la foi dans le domaine de la liberté de conscience individuelle. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le débat qui est posé, c'est bien celui du lien entre la religion et l'État. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'au nom d'une foi, on dise aux femmes si elles ont le droit de prendre des contraceptifs ou pas, qu'on ait le droit de dire si elles ont le droit de pratiquer une IVG ou pas, qu'en Arabie Saoudite, on leur interdise de conduire une voiture, que dans d'autres pays chrétiens d'Europe, il est interdit de pratiquer l'IVG, que l'on a voulu en France, avec ces grandes manifestations d'extrême droite et ultra-catholique, interdire le mariage pour tous. Ben, c'est au cœur de ces débats. Et ces débats ne sont pas, pardonnez-moi, ils ne sont pas franco-français. Ils ne sont pas baguettes, bérets et Côte-du-Rhône. Ils sont universalistes. C'est aussi votre combat. C'est le combat des femmes, c'est le combat des hommes, c'est le combat des enfants pour qu'à l'école, elle n'est pas faite, le philosophe Condorcet disait, nous sommes en train par la Révolution de créer une république de citoyens libres et égaux en droit. Comment on fait pour fabriquer des citoyens? Ben, c'est le rôle de l'école. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la laïcité. Parce qu'à l'école, on n'est pas là pour faire des petits musulmans, des petits catholiques, des petits protestants, des petits juifs, des petits francs-maçons ou des athées. On est là pour faire des femmes et des hommes qui vont devenir des citoyens libres et responsables en droit. C'est ça qu'ils ont touché. Alors nos histoires sont différentes, nos parcours sont différents. Les Belges, les Suisses, les Portugais, les Canadiens ont des approches juridiques différentes de la laïcité. Mais je crois fondamental aujourd'hui de prendre la mesure que c'est ça qui est en jeu. Ça se joue du haut de la tribune des Nations Unies, où les monothéismes ont essayé d'imposer, par exemple cette année, l'interdiction du blasphème. Ils essayent toujours. Et ils essayent toujours. C'est au niveau de l'Europe, où les églises ont essayé de faire interdire à nouveau le droit à l'IVG. Je veux dire, ce n'est pas un combat acquis d'avance, ce sont différentes facettes d'un combat de fond, et c'est pourquoi lorsque certains journalistes nous ont dit « mais quel lien vous faites entre ces attentats et la laïcité ?» ou qu'on nous a dit « la laïcité n'empêche pas les attentats ». Mais la laïcité, ce n'est pas les services secrets. La laïcité, ce n'est pas la police. Il faut dans chacun de nos pays des services de renseignement qui fassent leur boulot, et je pense qu'ils essayent de le faire le mieux possible. Mais il faut derrière avancer pour défendre la laïcité. La réaction en France, après cet immense mouvement de mobilisation populaire, je crois que le président de la République et le Premier ministre chez nous ont pris la mesure. Des rapports depuis 10 ans avaient montré que dans nos banlieues, des discours de banalisation de l'intégrisme se répandaient, s'imposaient, que dans des classes on ne pouvait plus faire cours, que des instituts ne pouvaient plus enseigner certaines matières, mais ce n'était pas politiquement correct. Ce n'est pas dénoncer les musulmans que de dire que la République s'applique partout, que les mêmes lois doivent s'appliquer pour tous, que les musulmans ont vocation à être des citoyens comme les autres, que l'immense majorité d'entre eux le souhaitent. Je termine. Et je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui. La réaction a été forte. Il faut qu'elle le soit au niveau international. Et c'est pourquoi je suis heureux, même si vous le sentez, je suis encore à la fois sous le coup de l'émotion et sous le coup de la peine et sous le coup de la colère. Pas seulement parce que Wolinski, les autres et Charb étaient des amis. Nous étions il y a encore 20 jours à parler avec Charb de différents projets, qui est un garçon délicieux, timide, pas agressif, un gars d'écoute. Il avait des convictions politiques. Mais c'est vraiment la victime la plus injuste qui soit. Et nous réfléchissions à une chose que je reprends en conclusion.
il importe aussi que ce débat des idées, il y a une grande bataille idéologique mondiale est en train d'être menée. Ce n'est pas une bataille religieuse. Ce n'est pas une bataille pour savoir si le bon Dieu existe ou n'existe pas. C'est une bataille pour faire en sorte que le siècle s'ouvre sur plus de liberté, plus d'égalité en droit entre toutes et tous, plus de fraternité, reprenons ce mot, et pour nous, ça passe par la laïcité, à Paris, mais aussi au Québec, si vous me permettez cette petit clin d'œil avec le passé historique, sans m'immiscer dans les affaires intérieures, j'ai presque envie de dire « Vive le Québec laïque ». Merci Zineb, merci Patrick. Je vais vous inviter à poser vos questions. Donc, identifiez-vous, je vous en prie, puis soyez assez bref dans vos énoncés. Merci. Oui, je vous en prie, madame.